Vous écoutez L'Appel du Nature, un balado produit par Virage Sonore et animé par Valérie Lefebvre. Bonne écoute! Alors, Joris, bienvenue à l'Appel du Nature. Bonjour. Ça fait pratiquement, je lisais, ça fait 1 an le 20 février que tu as été consacré meilleur sommelier des Amériques. Mm-hmm. Moi, j'avais un peu suivi, un peu entendu parler de toi jusqu'à ça, puis je faisais un peu les concours. Donc, comment t'es arrivé là? Parle-nous de ça. Alors, premièrement, merci de me recevoir. Les Amériques, c'est un très beau concours. J'étais très fier de participer, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir y accéder. Comme différents sports ou différentes compétitions, il faut d'abord gagner la province. Puis ça, le Canada, je pense qu'on est le seul pays où il y a je veux pas dire ce filtre, mais cette qualification à faire. Il faut d'abord gagner sa province pour avoir accès au concours du meilleur sommelière du Canada. Et ensuite, ils envoient un candidat par pays aux Amériques. Puis donc, moi, le Québec, ça m'a pris 4 fois pour le gagner. Et puis, les concours sont en général à chaque 3 ans. Fait que ça a pris du temps. Mais c'était très chouette. Puis moi, ça a été vraiment étape par étape. Parce que mon premier concours, je pense que c'était 2014, j'avais fait la demi-finale. Fait que c'était encourageant, dans le sens que c'est la première fois que je faisais un concours. C'était un petit peu la période de débroussaillage ou d'exploration. Deuxième fois, donc 3 ans plus tard, je suis arrivé 3e avec la mention meilleur nez, qui m'a donné un petit une petite tape dans le dos en me disant « OK, bon, travaille la théorie, le service, mais la dégustation, c'est bien. » 3 ans plus tard, finalement, ça c'était un concours un peu spécial, c'était pendant le COVID. Ouais. Moi, j'avais comme complètement arrêté d'étudier, de déguster, parce qu'ils avaient annulé l'examen du master aux États-Unis, ils avaient reporté l'examen du Québec. C'était un peu la panique généralisée. Puis là, j'étais comme, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller à fond là-dedans? En plus que les restos étaient fermés, petit manque de motivation. Mais on m'a un peu poussé dans le dos pour y aller. Puis là, je suis arrivé 2e avec encore la mention meilleur nez. Fait qu'à chaque fois, ça avançait un petit peu. Puis finalement, en 2023, j'ai gagné. Puis là, j'avais beaucoup de pression. J'étais toujours le underdog. Ouais. Mais là, quand t'arrives une fois 3e, une fois 2e, là, tout le monde dit « OK, c'est pour toi cette année, c'est pour toi. » Puis ça, c'est comme la pire chose. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Puis j'étais très content. Ça m'a donné ensuite l'opportunité d'aller au Canada. Ça a été, je pense, juste 2 mois après. J'aurais préféré avoir plus de temps pour me préparer parce qu'il y a quand même, dans chaque compétition, il y a des notions un peu différentes. C'est sûr, au Québec, il y a un accent un peu plus prononcé sur les produits québécois, sur les fromages, les bières d'ici, nos régions viticoles, etc. Pour le Canada, on se dit toujours qu'il y aura un accent plus fort sur le reste du pays. Puis ça s'est super bien passé. C'était une très belle finale. Puis on était 2 candidats. Il y avait aussi Hugo Duchesne qui était là au Canada. Fait que c'était très, très chouette. Puis Hugo Duchesne, ça sonne québécois. Ouais, Hugo, il a gagné meilleur sommelier. Il travaille au Gagné Beaufort et Annette. Puis il est prof à l'ITHQ. Okay. C'est un super sommelier et ami. Puis lui, il a gagné meilleur sommelier du Québec en 2020. Fait qu'on était 2 candidats à y aller. Pour le national, on peut être plusieurs candidats. Je pense que le BC, ils étaient 4 environ. OK. Fait qu'on peut envoyer plusieurs personnes, ce qui est très chouette. Et puis la notion qui change pour le championnat canadien, c'est qu'il faut y aller en 2e langue. Fait que moi, j'avais gagné le Québec en français, donc je devais faire en anglais pour la compétition. Et puis la plupart des participantes des autres provinces plus anglophones doivent le faire en français aussi. Puis la finale, qui a été organisée par le comité technique, il y avait Véronique Rivet, il y avait Michel Bouffard, il y avait Jonathan Bauer de Toronto. Et puis, ils avaient fait une finale bilingue. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool parce que ça ressemble beaucoup au service qu'on fait un peu à Montréal. Dans le sens qu'on a une table qui parle français, une table qui parle anglais. Et puis, c'était très chouette. Puis après ça, j'ai eu une bonne année pour me préparer pour les Amériques. Et puis, c'était super. J'ai revu des candidats que je connaissais déjà parce que même si c'est des gens d'un peu partout, on finit par se croiser dans les gros salons
ou dans d'autres certifications comme le Master Sommelier ou d'autres compétitions. Et donc, le niveau était très, très, très féroce. Moi, je visais un top 3. Fait que j'étais super content juste d'être en finale parce qu'il y avait un certain Marc Guillodeau, qui est sans doute un des gars les plus intelligents dans le monde du vin que je connaisse, qui est un Master Sommelier et puis qui travaille au 11 Madison Park, puis qui a une mémoire de fou, puis il lit des groupes de dégustation, des groupes de théorie, bref. Puis sa femme, Jenna, qui est une super sommelière aussi, je savais qu'il allait être là. Puis quand j'ai su qu'elle allait être là, je me suis dit, OK, ça va être pour lui. Comme compétiteur. Comme compétiteur à 100%. Fait que c'est un peu intimidant. Chaque fois que je suis en compétition avec les MS, c'est intimidant parce qu'ils ont atteint un niveau que j'ai pas encore atteint. Mais les compétitions, c'est une autre branche. OK. Fait que moi, j'étais juste super content d'être en finale. Et puis, j'ai fait des bons coups, j'ai fait des mauvais coups. Il n'y a pas de finale parfaite, mais j'étais très content d'être nommé meilleur sommelier des Amériques. Premièrement parce que, j'ai gagné, puis j'ai travaillé pour, puis j'étais très fier. Mais c'est surtout qu'on est très peu à avoir cette mention-là. Et beaucoup de Québécois, Québécoises, dont mes héroïnes, comme Élise Lambert puis Véronique Rivet, qui m'ont ouvert les bras quand je connaissais absolument rien. Elles m'ont accordé du temps, elles m'ont fait les dégustations. Et puis, elles ont toujours été super généreuses avec moi. Fait qu'avoir mon petit nom à côté de ces dames-là, c'était ça qui me rendait le plus fier. Ça se peut-tu que Véronique était dans le jury aussi pour les Amériques? J'ai vu... Elle était dans le jury. Donc, quand je dis qu'elle m'a aidé il y a peut-être 8-9 ans, je crois. Mais elle n'a pas pu m'aider avant la compétition. Comme elle ne peut pas m'aider pour le prochain concours meilleur sommelier du monde, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Ouais. Mais ça, je triperais si elle disait, OK, j'organise pas le concours cette année, puis je me concentre sur notre candidat canadien. Ça serait cool, mais je pense qu'elle aime trop organiser les concours. Mais puis... Ça doit être un petit peu, je sais pas, juste comme personne, je l'ai jamais rencontrée, mais c'est une personne chaleureuse, mais juste la voir quand tu fais la compétition, ça doit être où tu es vraiment focus. C'est sûr que un truc qui est vraiment chouette avec Véro, c'est que elle sait c'est quoi faire les compétitions. Et donc, souvent, comme moi, j'ai été juge 2 fois récemment, meilleur sommelier du BC puis du Québec. Puis c'est très dur d'être à la fois juge et puis de pouvoir sourire puis regarder les gens. Parce que c'est très bizarre, les épreuves de service, dans le sens où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de nourriture, les clients ne parlent pas, il y a un micro sur toi, il y a plein de caméras, tout ça. Fait que c'est dur de faire comme si de rien n'était. C'est un peu du théâtre ou de l'impro. Et puis souvent, les juges, on est super bêtes parce que on peut pas répondre aux questions. Donc, on nous dit, qu'est-ce que c'est votre première fois au restaurant? On peut pas trop répondre parce qu'il faut que le scénario ressemble plus pour tous les finalistes, pour pas avantager, désavantager ou peu importe. Mais Véro, elle arrive à et corriger et faire des sourires puis des eye contact. Fait comme candidat, j'en ai parlé à d'autres, ça nous fait du bien d'arriver à table puis quelqu'un est l'air d'une personne un peu normale. Mais je t'ai dit ça parce que j'ai vu une vidéo justement avant de t'interviewer de ce concours-là, puis tu la reconnais, puis elle a une chaleur, je trouve, qui... Justement, parce que tu me parles de choses, puis je trouve que, moi, je côtoie des gens, des sommeliers, des importateurs, des amateurs, des amatrices de vin, puis on n'est pas dans cette réalité-là, puis il y a une espèce de... il y a une espèce de, pas glamour, mais on met les gens comme toi sur un pédestal, puis on pense souvent aussi juste à goûter, tu sais. Puis nous, c'est ce qu'on fait, on déguste, on essaie de trouver, mettons, si on fait des trucs à l'aveugle, etc. Fait que comment ça se passe? Parce que c'est sûr qu'il y a une partie théorique, il y a une partie service, tu sais, accord, plus ou moins. Comment, mettons, un concours comme ça se passe? Ces concours-là, moi, ce que j'aime, c'est que ça nous pousse à devenir des meilleurs professionnels. Et puis, il y a des sommelières extraordinaires qui veulent rien savoir des concours, puis c'est parfait et c'est très bien. Mais moi, personnellement, ça m'a toujours poussé à être à jour, premièrement, parce que le monde du vin est en mouvement constant. Il y a des nouvelles appellations, il y en a qui se retirent, on trouve des nouveaux terroirs, des nouveaux cépages. Il y a aussi la notion de millésime, que ça va tellement vite pour réussir à être à jour un petit peu partout. Les nouvelles cuvées, les tendances. Donc ça, moi, ça m'aide. Ensuite, au niveau de la dégustation, c'est sûr qu'avoir un sommelier ou une sommelière dans ton resto qui arrive à trouver des vins à l'aveugle, on peut se dire, bon,
c'est le fun, mais en quoi est-ce que ça aide le restaurant? Ben, pouvoir évaluer la qualité d'un vin sans connaître l'étiquette, ça change tout. Je sais pas, on veut choisir un Sancerre au verre. Mhm. Il y en a un océan de Sancerre à Montréal disponible. Mm. Mais on veut trouver les meilleurs, ceux qui sont au meilleur prix également. Donc, le fait d'être bon dégustateur à l'aveugle, on peut facilement reconnaître un style de vin, le placer dans le marché. Puis si moi, je pense que ce vin-là, il vaut, je sais pas, 25 puis qu'il en coûte 250, c'est sûr que je vais pas l'acheter pour mon restaurant. Ou l'inverse, si c'est un vin qui coûte 30 puis je pense que ma dégustation m'amène à penser que ça pourrait être un Barolo d'un beau producteur, mais je me dis, my God, ce vin-là, il est fantastique. Il faut absolument qu'on achète plein pour le restaurant. Fait qu'on fait bénéficier aussi à nos invités avec nos choix, que ce soit des rapports qualité-prix à différentes gammes pour vraiment évaluer la qualité et puis trouver les meilleurs produits pour la carte. Puis ensuite, il y a la notion de service. Dans les concours, on fait en général, on est mis dans des situations, c'est du service plus haut de gamme, avec un guéridon, avec des belles et grandes tables rondes. Un guéridon? Il faut... Ben, c'est une table de service. OK, parfait. Un chariot avec une table, d'accord. Ben ça, dans certains restaurants, il y aura des plateaux de fromage, il y aura des plateaux de digestifs, mais c'est surtout là où on va faire des manipulations. Souvent, les tables peuvent être assez chargées. Donc, faire une décantation à table quand il y a des plats, la bouteille d'eau, les verres, ça peut vite être un peu le fouillis. Fait qu'on a un guéridon, on peut travailler. Puis en général, c'est notre station. Ça au resto. Exact. Le guéridon, c'est un peu notre station de travail. La plupart des restaurants n'en ont pas. Fait qu'on doit travailler quand même à apprendre à travailler avec un guéridon. Et puis, donc, c'est ça développe des petites techniques. On a beaucoup des épreuves assez rapides dans les concours également. Puis ça, on peut dire, OK, à quoi ça sert d'être capable d'ouvrir une bouteille de champagne en 2 minutes? À quoi ça sert? Mais quand tu es dans le jus, tu veux pas sauter les étapes, tu veux t'assurer que les bouteilles sont à bonne température, que tu choisis la bonne cuvée, que quand tu l'ouvres, ben, c'est sécuritaire pour tout le monde. Tu veux t'assurer que c'est la verrerie adéquate, que les verres sont propres. Ben, le fait de devoir réagir rapidement aussi, ben, ça nous met dans des situations de service qu'après on peut reproduire au quotidien, au resto. Puis ensuite, ben, la théorie, c'est moi, si je pense être un bon dégustateur, c'est 85% la théorie qui m'amène à mes conclusions. Il y a des dégustateurs, dégustatrices qui sont super instinctifs, puis des gens qui ont des nez vraiment bons, comme ils sentent, puis tout de suite, ils ont une piste. Des fois, ça arrive, mais souvent, moi, c'est plus par élimination. Ou c'est comme là, juste avec la couleur, on y reviendra quand on va déguster, mais tout de suite, ça élimine des choses. Puis moi, je fonctionne beaucoup comme ça dans la dégustation. Et puis, ben, c'est la connaissance générale du monde du vin, moi, qui m'amène à des conclusions intelligentes. Je me trompe souvent, mais en général, je suis assez content avec les conclusions que je fais parce qu'il y a tellement de cépages, tellement de styles, de terroirs, d'années. C'est trop dur. Moi, j'ai côtoyé des super dégustateurs, dégustatrices, puis même eux se trompent régulièrement. Fait qu'il faut aussi en prendre et en laisser. Mais donc, par exemple, par rapport à la théorie, ben, un vin rouge assez pâle, comme ça, il y a des fortes chances que ça soit des raisins avec une peau relativement mince. Parce que... Puis là, tout de suite, en regardant la couleur, on peut éliminer certains cépages, comme le Cabernet Sauvignon, comme la plupart des Syrah, des Malbec. Il y a possibilité d'avoir ces couleurs-là, mais de façon classique. Un Cabernet Sauvignon, on va essayer d'aller extraire les tanins, la couleur. On va faire des élevages sous bois également assez prolongés. Donc, voilà. Fait qu'admettons, tu es en compétition. Tu as combien de temps pour faire cette analyse-là? Ça dépend. Des fois, c'est juste la reconnaissance. Donc, on peut avoir 30 secondes pour identifier un produit. Pas devoir tout le décortiquer, mais juste pour l'identifier. En général, 30 secondes, 1 minute peut-être maximum. Puis dans les concours organisés par l'Asie ou quand on monte un peu les étapes, c'est 3 minutes en général. Puis 3 minutes, ça va super vite. Moi, en concours, en général, ma première gorgée, ça va dicter à peu près, je sais pas, 90% de ma dégustation parce que je peux pas réfléchir, je peux pas prendre pause. On a tellement de points à dire dans ces 3 minutes-là
que je peux pas me bloquer et puis me mettre à réfléchir. Ah, mais est-ce que ça pourrait être ci? Est-ce que ça pourrait être ça? Je vois le vin, je le sens, je le goûte, puis là, il faut y aller vite parce que la conclusion est très importante. Trouver le vin, c'est super important, mais dans les concours, c'est pas juste ce qui compte. Alors que dans d'autres examens, comme les examens du Court of Master Sommelier, il faut absolument trouver c'est quoi le vin. Puis il nous donne plus de temps. Je pense que c'est 4 minutes 10, 4 minutes 20 environ par vin. Fait qu'on a plus le temps, puis on peut vraiment se concentrer sur le vin. Dans le Court of Master Sommelier, ils veulent pas savoir si le vin est prêt à boire ou il faudrait l'attendre. Ils veulent pas savoir dans quel type de verrerie, avec quoi on le mange, à quelle température. Eux, ils veulent que tu trouves c'est quoi le vin. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, meilleur sommelier, du monde, des Amériques, etc., il y a un côté beaucoup plus service, beaucoup plus... il y a le nez, mais il y a comme un enrobage, tandis que l'autre, ça a l'air d'être plus sur vraiment le vin. C'est différent. Disons que les deux organisations, ils nous évaluent sur tout. OK. Mais le format est différent. OK. Pour un raccourci... un peu, c'est comme deux différentes ligues d'un sport. C'est le même sport, mais il y a des petits tweaks. Mais moi, je trouve ça fascinant. Je t'entends, puis je suis comme... Je te parlais avant qu'on enregistre, il y a comme... C'est pas un sixième sens ou un... Il y a comme un truc que tu t'entraînes qui est pas un don non plus parce que tu t'entraînes là-dedans, mais un super pouvoir que tu t'entraînes. Mais il y a des gens... Je trouve... Il y a des gens qui ont réellement des nez. OK. Il y en a. Ça mais existe. comme tu as été nommé nez, tu dois avoir quand même une prédisposition. Non, ça, c'est les notes de dégustation. OK. Il y a des gens qui sont très, très, très plus sensibles que moi. Il y a des gens en parfumerie qui ont des nez vraiment exceptionnels. Puis eux, ils ont des entraînements spécifiques pour améliorer, je pense, leur nez. Moi, non, écoute, mes premiers cours à l'ITHQ, on me disait, voici, je sais pas moi, tel vin blanc de la Loire, peux-tu écrire ce que tu sens, ce que tu goûtes? Puis moi, j'ai rien écrit parce qu'on n'est pas habitué au début, mais j'ai toujours été sensible aux odeurs. OK. Ça m'a toujours intéressé, si on veut. Ouvrir le placard chez nous, puis là, sentir de la vanille, ou là, tu vas, je sais pas moi... Tu te promènes dans le quartier, puis là, tu sens, quelqu'un fait un barbecue, quelqu'un fait... Si j'ai toujours aimé les odeurs, mais j'ai jamais eu un nez plus fin que d'autres. Puis ça devient intimidant quand c'est un verre de vin, mais on a tous un bon nez. Quand on reçoit un plat, on le sent, puis on peut tous dire, mais on dirait que ça sent ci, ça sent ça, ça sent ça. Mais quand c'est dans un verre de vin, on dirait qu'on est plus, des fois, gêné ou frileux, ou juste parce que c'est des composés aromatiques qui sont des fois un petit peu différents quand même. Je sais pas, le beurre qu'on sent, ça peut être, oui, la même molécule la même molécule aromatique qu'il y a dans le vrai beurre, mais il y a un paquet d'autres molécules aussi. Fait que c'est pas exactement juste le beurre qu'on sent, mais on s'entraîne. Puis moi, je dis toujours comme truc... Puis il y a des gens qui font des dégustations bien plus poussées que moi, qui vont nommer un agrume qu'ils ont déjà goûté, je sais pas, en voyage en Thaïlande, que juste 2 producteurs qui font. Puis ça peut faire des belles dégustations, mais pour le 3/4 du monde, ça nous dit rien. Ouais. Mais juste pour parler des agrumes, il y a des réelles différences entre une lime, un citron, une orange, un pamplemousse, une clémentine. Puis là, même sans rentrer dans les mannes Buddha et bergamote et compagnie, mais tous ces agrumes-là, sentent vraiment différents et peuvent nous donner des pistes sur le cépage, sur une année, même sur certains terroirs, parce que certains terroirs amènent certains facteurs. On va parler, mettons, des vins qui ont du botrytis, le fameux champignon magique. Il faut des conditions assez particulières pour que le brouillard se développe, qu'il se développe au bon moment, pour que le champignon se développe. Puis ça va transformer, je trouve, les vins botrytisés, ils vont beaucoup sentir... c'est pas moi, la confiture d'orange, principalement. Donc, quand je sens vraiment la confiture d'orange, je me dis, OK, peut-être que c'est un vin blanc qui a un peu de botrytis. Ça fait que ça nous amène à ça. Puis moi, avec les fruits, c'est assez simple. Bon, il y a les agrumes d'un côté, il y a les fruits de verger, comme pommes, poires, coing. Tu as les fruits rouges, ça va être toutes les fraises, framboises, même la pomme rouge que je rentre là-dedans. Les fruits bleus, comme les bleuets, par exemple. Les fruits noirs, avec les mûres, les prunes, etc. Fait que ça fait pas tant de fruits non plus. Puis il n'y a pas la même chose pour les fleurs, même chose pour les autres choses. C'est un univers, en fait, qui est quand même assez large. Puis
Ben oui, puis non, dans le sens, c'est toutes des choses qu'on trouve au supermarché. Ouais. Il n'y a pas d'épices exotiques que personne n'a jamais goûté. Mais en tout cas, moi, dans mes dégustations. C'est surtout, en fait, tu me nommes tout ça, puis je suis comme, il y a tant de possibilités, de choses accessibles de comment décrire, parce que des fois, on reste sur quelques mots, Je trouve que ça rouvre les portes d'une simplicité, mais qu'il y a quand même un choix varié. Ah, mais écoute, Et puis ça, faudrait demander à des chimistes, mais c'est des millions de composés aromatiques dans un verre de vin. Fait que le champ des possibles est sans fin. Et puis, on sent tous des choses aussi un petit peu différentes, mais on apprend à parler avec un vocabulaire commun. Comme on goûte les choses différentes. On a tous un pH un peu différent dans notre bouche. On n'est pas tous calibrés pareil. Donc, moi, j'ai des perceptions qui vont être différentes des tiennes et de quelqu'un d'autre. Tout le monde a raison parce que c'est nos perceptions à nous. Mais on essaie de développer un vocabulaire commun, mais on goûte pas puis on sent pas les mêmes choses l'une de l'autre. Comme quand on voit une couleur, je pense pas qu'on voit précisément le même vert parce on est tous différents. Voilà. Je trouve ça beau. Oui, c'est vrai. Puis c'est comme dans le règne animal aussi. Il y a des animaux qui voient pas certaines couleurs. Comme je me rappelle plus, c'était quoi? Nous, le tigre, par exemple, on le voit orange. Mais pour la plupart des animaux, puis là, j'oublie le terme, mais il leur manque, je sais pas si c'est un capteur ou je connais pas bien les yeux. Les bâtonnets. Mais ils les voient verts, les tigres. Fait que là, tu comprends. Parce que moi, je me suis toujours dit, c'est bizarre, un tigre, il me semble que c'est facile à spotter. T'as un gros truc orange entouré d'une forêt verte, ça clash. Mais trois quarts des animaux, ils le voient vert. Fait qu'ils le voient pas. Ils le voient pas du tout. Bon, bref, c'est pour dire que nous, on a tous nos papilles, on a tous notre expérience, nos réflexes. Mais à travers les vocabulaires de sommellerie, on arrive à parler un langage commun. J'aime ça que tu me démontres ça. Genre mon espèce de truc où est-ce que finalement c'est très humain accessible. L'autre chose que je trouve fascinante, c'est, puis que tu as dit, c'est être un peu un sportif de haut niveau, puis avoir un entraînement. Puis je me demandais, justement, tes semaines ressemblent à quoi? C'est comment on se rend là? Parce que là, on enregistre au mois de mars, la compétition est au mois d'octobre à Lisbonne, et tu vas aussi faire le master sommelier. Fait que tes semaines, ça ressemble à quoi étudier là-dedans? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas mal le cœur de tout ce que je fais parce que c'est peut-être ma seule opportunité pour le faire, le monde. Fait que je vais essayer en fait, pas je vais donner tout ce que j'ai. Il faut pratiquer les 3 volets. Le volet théorique, ce qui demande le plus de temps. Et puis ça, la théorie, le service ou la dégustation, il y a toujours moyen de faire des points, même si... C'est par exemple, quand tu trouves pas exactement c'est quoi le vin, tu peux faire plein d'autres points. Si tu décris bien la couleur, si tu décris bien les arômes, la structure. En service, même si tu fais des erreurs de service, tu peux quand même gagner des points parce que tu respectes les étapes, tu as des bons réflexes. Mais la théorie, ça pardonne pas. Fait que c'est ce qui me demande le plus de temps. Et puis, pour moi, c'est le plus gros défi parce que c'est sans fin. Et puis moi, j'ai des lacunes dans ma théorie, dans le sens que ma théorie du vin, je la trouve très bien, mais pourrait être encore mieux. Mais c'est surtout les autres boissons. Les sakés, par exemple, que ça, je vais mettre beaucoup d'efforts pour les sakés. Le monde de la bière, je connais assez bien les bières, mais est-ce que je suis réellement un spécialiste de la bière? Pas vraiment. Mais j'ai un bon vocabulaire, je connais les méthodes classiques de production, je connais les styles classiques des différentes régions, je peux nommer 5-6 houblons. Mais les questions qu'on peut se demander, ça va beaucoup plus creux que ça. Comme sur le saké, je connais une vingtaine de mots de vocabulaire, quelques préfectures, quelques types de riz, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour moi, la théorie, ça va être une façon de se démarquer parce que s'ils nous posent une question sur Chablis ou sur Barolo, tout le monde va la voir. Mais je trouve que ça va être beaucoup sur les autres régions un petit peu moins connues ou les autres types de produits. Donc, j'étudie le plus que je peux. Le service, j'en fais au quotidien, mais c'est sûr que des fois, je vais me faire des entraînements très précis, justement pour des épreuves rapides, parce qu'il faut avoir la notion du temps, parce que si on termine pas l'épreuve, on perd beaucoup de points. Ce qui est normal, parce que notre job, avant tout, c'est de répondre aux attentes du client. Le client, il a bien beau
t'as bien beau lui parler du produit, puis blablabla, il aimerait ça l'avoir dans son verre. Donc, il faut exécuter les tâches. Puis j'ai un gros coup de pouce de la SAQ aussi pour les dégustations. Je m'entraîne avec une dame qui s'appelle Julie Perrault, qui me donne vraiment un gros coup de pouce. On fait beaucoup de la reconnaissance de produits. Puis quand on va être un petit peu plus proche de la compétition, là, je vais faire plus en mode concours. Mais là, disons que pour les prochaines semaines, je veux juste retrouver mes réflexes. Je dis retrouver parce que je déguste tout le temps, que je sois en concours ou pas. Mais mon cerveau, il switch un peu quand en préparation de concours. Et puis, il y a comme toute une mécanique, une routine que je veux bien développer, bien travailler. Puis, comme n'importe quel entraînement, moi, je veux atteindre mettons, mon sommet à moi, près de la compétition. Ça me sert à rien d'être au top aujourd'hui puis de me brûler pendant les 6 prochains mois parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'efforts. Puis je veux arriver là en forme parce que, comme aux Amériques, c'était sur 3 jours. Puis en général, c'est très demandant parce que les journées commencent très tôt. On va avoir des épreuves le matin. L'après-midi, on va aller faire des visites de vignobles. Le soir, il y a des galas avec soit les différents participants, mais les commanditaires. Donc, on est beaucoup, beaucoup sollicités. Les journées sont longues, les nuits sont courtes. On a peu de temps pour soi, puis on vit beaucoup de stress également. Fait que c'est pour ça que je veux arriver en bonne forme. Fait que moi, la théorie, j'ai déjà commencé il y a 5-6 mois environ. La dégustation, j'ai recommencé il y a quelques semaines. Puis le service comme tel, je pense que je vais recommencer autour d'avril-mai à peu près. Le service, je dois le travailler, mais j'en fais quand même au quotidien. Donc, on peut toujours se faire surprendre par ce qu'ils vont nous demander, mais c'est la partie, je dirais qu'en termes de temps, c'est celle qui me demande le moins parce que ça fait partie de mes semaines. De ton quotidien. De mon quotidien. Et puis, c'est ça, j'ai comme, il y a comme d'autres choses aussi que je vois. Tu sais, tu parlais de temps, il y a beaucoup de gestion, de stress, tu sais, puis ceux qui ont travaillé en restauration le savent, puis je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire là-dedans. Tu as un gros rush, il y a comme, tu es un peu sur l'adrénaline, et puis je sais pas si... Tu sais, il y a comme une gestion. Comment tu gères ça? Est-ce que tu es quelqu'un de calme ou est-ce que tu fais d'autres choses en parallèle? En général, je garde mon sang-froid puis je suis assez calme. Maintenant, je suis stressé, je pense, comme tout le monde. Moi, j'ai un background quand même de sportif, pas de haut niveau. J'aurais bien aimé. Je pense que si j'avais pu faire carrière dans le sport, ça aurait été très cool. Moi, j'ai joué beaucoup au basket. Okay. Petit, j'ai fait de la natation puis du soccer. Et puis après, j'ai fait tout mon secondaire, beaucoup de basket. Puis j'étais dans une équipe à Parkex qui existe toujours. Ce programme-là a créé des joueurs de la NBA. Moi, j'ai des amis de mon année, ils ont joué pro au Canada. Ils ont eu des belles carrières universitaires aux États-Unis. J'ai un ami, Kenny, qui joue pro en Europe. Mais moi, déjà à 15-16 ans, en tout cas, les 2 gars, Kemi et Kenny, ils étaient déjà bien plus loin que moi. Fait que rapidement, j'ai vu que mon rêve NBA s'effritait. Je regrette de ne pas avoir continué quand même au cégep. Parce que juste pour le plaisir puis pour le fun, mais vu que j'avais été à un niveau élite là, jusqu'à 15, 16, 17 ans, le cégep où je suis allé, il y avait un programme 2A, puis je l'ai comme snobé, alors que ça aurait été parfait pour moi parce que justement, 2A, il y a moyen de s'investir beaucoup, mais que ça soit pas le cœur de ta vie. Parce que, j'ai donné beaucoup de mes années d'adolescence au basket, puis c'était génial. Mais bien vite, je voyais qu'il va falloir tasser des choses. Puis finalement, avec la compétition du vin, il faut aussi tasser des choses. Mais moi, j'ai vu un coach sportif qui m'a été recommandé par Carl Villeneuve-Lepage, qui est une sommité pour moi de la sommellerie au Québec. Et puis, c'est pas un psychologue, c'est un coach. Cette personne-là, elle aide beaucoup les artistes qui font des auditions. Parce que des fois, on est super bon en pratique. Puis le jour des épreuves, on peut perdre nos moyens. Fait qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. Il y a encore des choses que je veux travailler. Mais c'est sûr que le jus en restauration, on sait c'est quoi. On a l'adrénaline, ça va vite, on est stressé. Simplement, ces compétitions-là, elles viennent aux 3 ans. Donc, on peut pas se reprendre rapidement. Dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Il faut attendre 3 ans encore. Fait que ça, c'est la grande difficulté. Et puis, ça peut changer des vies également, ces concours-là. Dans le sens que là où la personne qui gagne après
Ça donne de la visibilité, ça fait rencontrer beaucoup de gens. Il y a plein d'opportunités ensuite qui se dégagent. Puis il y a aussi toute la pression des gens autour de nous. Même si, en général, les gens vont pas dire qu'ils vont être... tu sais, les encouragements positifs, des fois, ça peut mettre une pression également. On n'a pas envie de décevoir. On n'a pas envie de décevoir les coachs, les gens qui font des sacrifices autour de nous. Et puis, on n'a pas envie de se décevoir soi non plus. Mais il faut accepter. Puis moi, j'ai eu la chance de perdre souvent. Fait que j'ai pas peur de perdre. Comme au basket, on avait gagné toute l'année. On avait battu toutes les équipes. On avait gagné quart de finale, demi-finale. Puis on a perdu en finale. Fait que c'était déchirant. Mais puis après, avec mes différents concours, moi, la défaite ne me fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est de se dire, on aurait pu en faire plus ou être déçu un peu. Mais je m'entraîne pour, puis ça va bien aller. Mais définitivement, le stress, on le voit, ceux qui gagnent en général, ceux ou celles qui gagnent, c'est ceux qui ont le mieux géré leur stress. Parce que, juste du point de vue juge, c'est plus facile d'évaluer quelqu'un qui parle calmement, qui articule, qui bouge tranquillement, que quelqu'un là, qui est super agité, qui parle trop vite, que des fois, tu n'as même pas le temps de bien comprendre ce que la personne dit. Et puis voilà, je pense que le stress aussi nous fait perdre nos moyens. Il y a des gens pour qui ils arrivent à le transformer. Je pense à des sportifs. Eux, ils sont comme, OK, il y a 20 000 personnes qui me regardent. Il reste 3 secondes, c'est moi qui ai le ballon. Eux, ils adorent ça. Ils vivent pour ça. Moi, non. Fait que je dois le travailler quand même. Parce qu'en plus, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un nécessairement gêné, mais je suis quand même discret. Alors que là, sur un stage, il y a des caméras, il y a des micros. C'est ça, tu parlais de photo. Silence. Fait qu'il y a comme une... étrange. Parce que, mettons que tu te trompes en service ou que tu fais une erreur, c'est pas tout le monde qui se retourne devant. Tu sais, t'es vraiment mis sur le spot. Ah, 100%. Puis après, c'est sur YouTube, puis blablabla. Puis, mais moi, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et puis, c'est toujours... je suis toujours fier après. Peu importe. C'est vraiment trippant. Puis ça crée des super liens avec les autres candidates parce qu'on sait ce que les autres vivent, puis ça crée une camaraderie. Comme le concours des Amériques, je connaissais la moitié des personnes, on s'était vus, même des gens que on s'était parlé à travers les réseaux, d'autres qu'on avait déjà étudié ensemble. Fait qu'il y a quand même cette grande camaraderie. En tout cas, moi, je le vois comme ça parce qu'on est tous en compétition, mais c'est pas comme, justement, le sport, on est sur le terrain en même temps. C'est chacun fait notre performance, puis après, c'est les juges qui décident. Fait que c'est plus près, mettons, du patinage artistique ou de la gymnastique. Parce que c'est chacun à tour de rôle, on fait ce qu'on peut. T'es pas contre. T'es pas contre quelqu'un, t'es là pour donner la meilleure représentation de toi. À la fin, c'est sûr, c'est les points qui vont parler, mais c'est ça, on n'est pas en même... Il n'y a pas de mauvais coup à faire. Il y a pas de... C'est vraiment chacun, on y va avec ce qu'on a. Mais moi, j'aime beaucoup, puis c'est le thrill de vivre ces moments-là. Il y a des gens pour qui ça serait plate ou terrifiant, une journée d'épreuve de sommellerie. Mais moi, je trouve ça trop le fun. Je pense pas que ça serait plate. Je pense que moi, je trouverais que ça serait terrifiant, mais pas plate. C'est trippant. Moi, j'ai du plaisir à le faire. Et puis, là, maintenant, je passe un peu de l'autre côté, d'être juge de certaines compétitions. Puis, j'ai pas encore décidé si j'aimais ça parce que j'absorbe, on dirait, toutes les émotions des candidates. Puis, les joies, c'est trippant, mais il y en a juste un ou une à chaque fois qui est contente. T'as tous les autres que tu vois les visages, ceux qui font pas les finales, par exemple, ou ceux qui gagnent pas la finale. Là, puis là, t'es comme, je sais tellement c'est quoi. Mais c'est intéressant d'avoir l'autre perspective. Mais donc, ouais, j'ai différents types de coach. Et puis, le coach sportif, parce que c'est pas un psy, mais il m'a posé plein de questions que je m'étais jamais réellement posées. Et puis, ça m'a aidé aussi dans la vie de tous les jours. Parce que je vois le stress venir. Avant, j'étais souvent devant le fait accompli. Tout d'un coup, je suis stressé. Merde, il est trop tard. Alors que là, je le sens venir, puis j'arrive à le rediriger de mieux en mieux. C'est pas parfait. Mais ça, je dirais que c'est ce qui m'a le plus aidé. Outre que mes entraînements qui se peaufinent, puis mon niveau qui monte. L'aspect mental, ça a été super. Il y a des candidates qui vont jusqu'à prendre des coachs de théâtre ou de performance.
ou de présence scénique et compagnie. Puis ça, je vais peut-être le faire juste pour corriger la posture ou les mouvements ou l'articulation, des choses comme ça. Mais je sens que j'ai tellement d'autres choses à travailler avant ça que je me le garde peut-être pour plus tard. Mais c'est le fun, les concours. Moi, j'invite tout le monde. Puis même si on n'étudie pas tout le temps puis qu'on s'entraîne pas tout le temps, juste la journée du concours meilleur sommelier du Québec, elle est le fun. Dans le sens, tu rencontres 10, 15, 20 sommeliers sommelières de Montréal ou du reste du Québec, que des fois, on se croise moins souvent. Tout le monde travaille en même temps. On travaille tout le temps, c'est sûr. Puis si on est dans différentes régions, des fois, on se croise un petit peu moins. Là, on vit tous la même chose en même temps. Ça crée des liens. Souvent, les gens autour de nous, on va les recroiser dans l'industrie, dans le futur, fait que ça crée des super contacts. En général, c'est des personnes qui sont très passionnées, fait que ça fait des très belles rencontres. Et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé les compétitions au Québec, oui, mais surtout à l'international pour des opportunités. Ça fait rayonner la profession. Mais nous aussi, ça nous donne un beau coup de pub personnel. Est-ce que ça t'a ouvert des portes, justement, ce que tu as gagné? Ben oui, écoute, je suis amené, comme là, au mois de mai, il y a un salon extraordinaire qui s'appelle Vivinum, que ça va être ma 3e ou 4e participation. Ben là, cette année, je vais animer un masterclass. Fait que c'est drôle qu'il y a quelques années, même 2 ans en arrière, moi, j'assistais à ces masterclass-là. Et là, tout d'un coup, je passe de l'autre côté. Je suis invité aussi à un festival à Madrid, la première édition, pour faire des conférences. Ça m'a ouvert les portes aussi pour des contrats à Montréal ou à Toronto. J'ai été invité aussi à Miami pour parler. Les opportunités de voyage, ça, j'en avais déjà, mais j'en ai tout le temps. Puis c'est génial. Des fois, c'est déchirant parce qu'avec le petit, il faut que j'en refuse beaucoup, beaucoup. Mais il y a des belles opportunités. J'ai aussi des offres pour travailler à l'extérieur, mais moi, je suis content ici. Et puis voilà, après, ça dépend ce qu'on en fait. Mais oui, définitivement, ça donne un petit coup de pouce. Moi, je veux revenir à ce que tu disais avec la SAC, parce que moi, avant qu'on se rencontre, t'as comme... Tu sais, veux pas, tu dois devoir déguster certaines choses particulières. Tu sais, t'as-tu une cave? Mais non, c'est en collaboration avec la SAC. Comment ça se fait? Comment ça s'articule? Alors, c'est sûr que j'essaie de pas penser à tout ce que j'ai dépensé depuis les 10, 12 dernières années, entre les examens, les voyages, les différents cours ou formations, les échantillons. Ça va très, très vite. Moi, j'ai une petite cave chez nous, mais c'est pas vraiment une cave pour justement déguster. Là, c'est des vins que j'aime bien. Puis ça serait triste pour eux que je les ouvre juste pour une once puis qu'après on les jette. Mais j'ai la chance premièrement, les restaurateurs et restauratrices qui m'ont tout le temps ouvert leurs portes pour les dégustations. Ensuite, tous les salons des vins. Ça, c'est génial. Dans les salons, si on est assez discipliné, admettons, pendant une bonne heure, on peut goûter des centaines de vins. Et puis ça donne un gros coup de pouce. Moi, j'essaie d'y aller assez tôt, avant que ça se transforme en 5 à 7. Comme ça, je déguste beaucoup. Mais j'ai une question par rapport à ça pour toi, parce que, tu sais, j'ai fait quelques salons dans les derniers mois, puis je trouve qu'on devient saturé rapidement. Fait que comment est-ce que y a-t-il un truc pour garder un peu de fraîcheur? Parce qu'à un moment donné, moi, j'étais comme, c'est trop, là. Je pouvais pas. Alors, on peut prendre des pauses. Moi, au niveau du palais, je peux déguster beaucoup, puis je pense que je reste assez précis. C'est au niveau de la concentration. Après, à un moment donné, j'oublie qu'est-ce que j'ai goûté parce qu'il y en a trop eu. Boire de l'eau. Des fois, des petits resets en bon français avec des bulles ou des blancs acides pour comme... OK, on repart à 0. Mais moi, après, je sais pas, une centaine de vins, ça va. Là. Puis aussi, des fois, les salons, c'est pas, je trouve, les meilleures conditions à 100%. Fait que j'essaie d'y aller tôt. Puis ouais, après une centaine ou après comme 2 heures, peut-être j'ai eu ma dose. Puis là, on fait d'autres choses. Mais définitivement, si on veut, il y a des très, très gros salons, ou même le Raspipab, si on veut tout goûter, là, c'est du sport. Là.
Fait que moi, je conseillerais d'en déguster beaucoup le matin ou en début d'après-midi. Après ça, prendre une pause, aller manger ou aller une petite pause de dégustation, puis repartir avec un blanc qui a des bonnes acidités ou des bulles. OK. Ça nettoie, ça repart. Mais ça dépend pourquoi on le fait. Tu sais, des fois, les salons, des fois, ça va vraiment être pour la carte des vins que je veux déguster. Des fois, ça va être pour l'entraînement. Et puis c'est ça. Puis sinon, la SAQ, ça, j'ai eu la chance. Ils m'ont donné beaucoup de bourses à travers le temps parce que quand on gagne les différents concours, la SAQ participe, donne des prix soit pour en général, c'est pour les personnes qui ont fait le podium. Puis même pour les Amériques et le Canada, j'ai eu des soucis. Fait que ça aide. Mais je dirais que c'est beaucoup les collaborations avec les agences puis les restaurateurs et la SAQ. Parce que sinon, écoute, ça peut... quand on déguste certaines régions, comme si on veut déguster Bordeaux, si les belles maisons, ça coûte cher. Ça peut vite monter à des dizaines de milliers de dollars par année. Et puis là, je suis à un point dans ma vie où je cherche plus d'alternatives parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est le fun, les concours, mais je ne vais pas tout mettre mes sous dans les échantillons. Ouais. Puis, justement, là, il y a 2026 qui arrive. Quand tu le fais une fois, tu sais, tu vas gagner. Non, mais je sais pas, mais je veux dire, si tu perds, penses-tu y retourner? C'est comme... Tu peux-tu? Comment ça fonctionne? À réfléchir. Pas perdre, mais ça sera à réfléchir parce que ça, plus le temps avance, la vie de famille, la vie professionnelle, ça fait que c'est de plus en plus dur. Après, écoute, il y a des meilleurs sommeliers du monde, ils l'ont fait avec 3 enfants, puis je sais pas comment ils ont fait, mais on verra. On verra après le concours si j'ai envie de me relancer là-dedans. En général, c'est un seul candidat par pays, d'accord? Donc, dans 3 ans, peut-être qu'il y aura une qualification à faire entre moi et le ou la prochaine meilleure sommelière du Canada. OK. Mais ça, c'est aussi toujours un petit peu de politique, dans le sens que les organisations, chaque organisation est différente. Comme en France, ils font une qualification à chaque fois. En Norvège également. Il y a d'autres pays qui vont se dire, OK, toi, tu es notre candidat pour les 2 prochains concours. Au Canada, on verra comment ça se passera pour la prochaine fois. Me connaissant, c'est sûr que je vais avoir envie de le refaire. Mais qui sait? Parce que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de sous. Et puis, c'est ça, il va falloir voir combien de temps je vais vouloir le faire. Peut-être ça va dépendre aussi de ma position. C'est très, très rare les gens qui gagnent la première fois. C'est arrivé, mais j'en ai juste 2 en tête. Mais on verra bien. Moi, j'ai du fun à le faire. Pour moi, c'est pas une corvée à m'entraîner ou aller déguster. Je trouve ça vraiment trippant. Quand ça va changer, quand ça va être comme « Ah non, il faut que j'étudie 2 heures », ben là, je pense que je passerai à d'autres choses, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais on verra bien. Fait que là, j'ai apporté quelque chose, les carafés. Je me suis dit, on va, admettons que tu... Oui, vas-y. Je préfère que tu le fasses parce que moi, je suis gaffeuse en plus. Ces carafes-là, elles sont super pour l'oxygénation, mais ça fait toujours des dégâts. Surtout les dernières gouttes. Hein? Oui, non, c'est ça. Je me voyais et j'étais comme, oh non, je pense que tu vas... C'est impossible. Mais ouais, les différents concours et certifications, moi, je trouve ça super mais il y a intéressant. vraiment, de ce que je vois avec le parallèle que tu as fait avec le basketball, tu as vraiment un esprit de compétition. Tu as l'air d'aimer ça. Il y a comme une... Tu sais, quand on grandit puis on fait de la compétition sportive, il y a comme une rigueur puis une discipline qu'il faut qu'on ait, je pense. Qu'on dirait que ça t'a transféré ça au vin. Ben, ça me garde discipliné, je dirais. Mais c'est sûr qu'il y a un parallèle. Je suis compétitif, mais pas pour prouver aux autres. Non, c'est par rapport à moi. Ouais. Puis moi, je tripais. J'ai fait aussi beaucoup de musique au primaire puis au secondaire. Puis il y a quelque chose de... Ben, j'ai vite appris avec le sport et puis la musique que si tu travailles, mais tu arrives à débloquer des choses. Comme il y a un move que tu veux faire au basket, tu l'essaies la première fois, ça marche pas.
Et puis là, ben, tu le refais. Puis là, à un moment donné, ça débloque. Puis là, t'es fier de toi. Puis c'est pareil pour la musique. Avant de faire une longue pièce, ben, faut y aller note par note, mesure par mesure. Et puis moi, ben, j'aime bien décortiquer les régions. C'est de la culture générale. Moi, le 3/4 de la culture générale que j'ai, je pense, c'est grâce au vin. Parce que quand on étudie une région, on y va avec, ben, bien sûr, c'est où, la géographie, Mhm. avec ben, les grands cours d'eau, les montagnes importantes, les types de sols. Après ça, on apprend un peu sur ben, l'histoire de cette région-là, quelle langue ils parlent, les différentes influences. Des fois, s'il y a telle variété à tel endroit, ben, il y a une raison pour. Ensuite, il y a tout le volet gastronomie. Qu'est-ce que les gens y mangent là-bas? Euh, et puis, bon, en étudiant le vin, ben, on parle de vraiment plein de choses. Fait que ça, je trouve ça très chouette. C'est de la lecture assez agréable. Les cahiers de charges, par exemple, européens, Mhm. ils doivent monter les dossiers pour expliquer l'histoire de l'appellation, Mhm. expliquer les liens de cause à effet, aussi les liens de typicité. Pourquoi est-ce que cette région-là, elle est unique, puis pourquoi on Mhm. devrait avoir notre appellation. Et moi, je trouve ça passionnant parce que c'est l'histoire un peu des campagnes de plein de régions. Puis c'est juste le fun. Après, quand on les synthétise, ça peut être assez froid parce qu'il y a beaucoup de chiffres des fois, comme les rendements hectolitres hectares, les taux de sucre, les minimums ou maximum d'alcool, les acidités, etc. C'est la partie un petit peu moins romantique, mais ils ont tous un lien, Mhm. comme les densités de plantation. Le 97% des sommeliers sommelières, ils en ont rien à cirer. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ben, en fait, une des premières Mais c'est fois. super intéressant. Puis des fois, en tout cas, parce que moi, des fois, on le voit dans les examens, puis les gens disent à quoi ça sert? Mais c'est de la logique. Les densités de plantation, c'est juste combien de vignes tu vas mettre sur une surface donnée. Donc, il y a des régions, comme en Espagne, les densités, elles sont très, très basses parce que, je sais pas, je pense à Ribera del Duero, c'est relativement sec. Puis c'est des vieilles vignes en gobelet, il faut les mettre en une bonne distance l'une de l'autre parce que sinon il va manquer d'eau, tout simplement. Et puis, par exemple, je sais pas, il y a des régions, ils peuvent être à, par exemple, les gobelets dans le Rhône Sud, en général, on va être à 3500 pieds hectares parce qu'on pourrait pas en mettre plus, il va manquer, comme je dis, il va manquer d'eau. Des fois, c'est les terroirs qui le permettent pas. Mais il y a des producteurs comme Hubert Lamy en Bourgogne qui va jusqu'à 18 000 pieds hectares. Puis je pense qu'il y a une cuvée à 21 000, si je dis pas de bêtises. Mais ça, c'est complètement fou. Puis tu comprends pourquoi lui, il fait. Avoir plus de pieds, ça fait beaucoup de compétition. Ça fait des plus petits rendements sur chacune des vignes. Fait que normalement, des raisins qui sont super. Et puis, ben, des fois, c'est juste la logique de comprendre pourquoi est-ce que dans telle région, on peut se permettre d'en avoir plus ou moins. Comme au Québec, la façon qu'on travaille les hybrides, on les monte en général assez haut. Fait que si tu montes ta vigne assez haut, mais tu vas faire de l'ombre sur ton autre rang. Fait que tu peux pas faire des rangs trop serrés. Ouais, Il faut parce que ça soit plus large pour que tout le monde soit content avec son soleil. Et puis aussi, des fois, ben, c'est la taille du tracteur qui va déterminer de ton densité. Mais c'est parce que juste des fois, tu dis, OK, les densités, on s'en fout, mais quand tu lis, OK, un domaine en Espagne, dans le sud de l'Espagne, dans l'Andalousie, il y a 50 hectares. Là, tu dis, oh my God, c'est bien gros, 50 hectares. Mais 50 hectares, ça représente très peu dans une région où les vignes sont super loin l'une de l'autre. C'est une grande surface, mais au final, ça reste une plus petite production. J'imagine que ça affecte le prix aussi. Tout affecte ouais. le prix. Tout affecte le prix. Parce que je parlais avec un ami qui est proche de Banyuls, je pense. Puis là, où est-ce que c'est... je pense que c'est très... en tout cas, ils plantent pas tant que ça parce qu'il y a moins d'espace. Il y a moins d'espace. C'est beaucoup des vignobles en terrasse. C'est ça. Beaucoup de schistes. Je pense qu'aussi, les terroirs historiques doivent être assez pris, mais eux, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Mais c'est magnifique, Banyuls. C'est très, très beau. Non, c'est vraiment très, 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 très beau. Mais c'est sûr que tout affecte le coût. Ça, il y a quelque chose, je trouve, on en parle moins dans différents cursus, mais dans le WSET, il y a un bel accent qui est mis là-dessus pour comprendre chaque étape, que ce soit en viticulture ou en vinification, jusqu'au packaging, qu'est-ce qui va influencer le prix.
Puis c'est très intéressant parce que des fois, comme consommateur ou comme sommelier, on ne pense pas nécessairement aux différentes actions. Puis qu'est-ce que ça représente réellement après? Comme la machine à vendanger. C'est vu comme, pour beaucoup d'amateurs ou de sommeliers-sommelières, on voit la machine à vendanger comme « Oh non, mon Dieu, c'est pas romantique, quelle honte! » Mais imagine, avec une machine à vendanger, tu peux le faire la nuit, là où c'est le plus frais, et que tu ramènes des raisins qui sont beaucoup plus froids. Ce qui est dans des régions chaudes, c'est génial parce que comme ça, soit tu veux faire des macérations à froid ou tu veux que tes fermentations commencent toutes lentement, délicatement. Et puis tu veux préserver la fraîcheur des arômes, éviter l'oxydation, etc. Fait que la machine à vendanger peut être super parce qu'essayer de ramasser 20 personnes pour aller ramasser les raisins à 4 heures du mat, ça va être plus dur. Ou sinon, bon, ils annoncent des fortes pluies demain. Il faut y aller tout de suite. On ramasse, la machine te permet de réagir très rapidement. Et puis aussi, sur le coup, ça te coûte très cher. Mais après ça, tu n'as pas besoin de payer 20 employés. Pas besoin en France. Maintenant, il faut que tu aies, et tant mieux qu'il y ait des bonnes conditions pour les vendangeurs, vendangeuses, mais tu n'es pas obligé d'avoir X nombre de chambres disponibles pour tes vendangeurs, vendangeuses, les repas, etc. Ouais. Il y a plein de trucs des fois qu'on se dit... il y a une raison pourquoi certains agriculteurs vont choisir tel outil plutôt qu'un autre. J'avais pas pensé à ça. Fait qu'admettons que... Donc, pour la dégustation. Ouais, alors, la couleur. Puis ça, écoute, je vais le faire un petit peu à haute voix. Puis je vais faire comme si on était en mode concours, mais aussi un petit peu moi, personnellement, ce qui se passe dans ma tête, parce que mon cerveau, il est comme influencé par différentes grilles de dégustation. J'essaie de les jumeler puis parler des choses qui ont du sens pour moi. Mais premier truc, on regarde la couleur. Comme je disais, ça donne des pistes sur l'âge, sur le cépage, des fois sur une année ou des techniques d'élaboration. Là, on peut dire que c'est plus... Puis aussi pour les couleurs de rouge, mettons, moi, je le divise en 2 mondes, rouge ou mauve ou violet. OK. Je trouve qu'il y a des cépages qui sont plus rouges, puis des cépages qui sont plus mauves. Puis déjà, ça me donne des petites pistes. Aussi, les cépages qui sont un peu plus rouges, ils tendent des fois à être plus facilement oxydables, si je peux dire, dans le sens que les couleurs se dégradent un peu plus rapidement chez certains cépages que sur d'autres. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la couleur, je regarde à quel point est-ce que c'est foncé. Là, c'est on va dire, rouge rubis. C'est super clair parce qu'on voit très, très bien au travers. Alors que des fois, c'est opaque, on voit absolument pas. Ça, encore là, ça peut donner des petites pistes. Et puis, par rapport aux deuxièmes couleurs ou aux reflets, mais là, c'est pas mal la même couleur du début jusqu'à la fin. Alors que des fois, on va avoir un cœur. Quand je dis le cœur, c'est vraiment au milieu du verre. Il y aura une couleur, puis au bout, ça va être très différent. Mais ça peut annoncer un vin qui a de l'âge. OK. Si, par exemple, lui, il y avait des reflets super orangés autour, je penserais tout de suite que c'est un vin qui devrait avoir quelques années. Okay. Alors que là, c'est pas mal la même couleur, fait que je le sais pas. Fait qu'une fois qu'on a parlé de la couleur, il y a toujours la brillance, qui est une notion qu'on parlait, je trouve, plus avant. Moi, personnellement, j'en tiens très peu compte. Okay. Dans les différentes compétitions, j'en parle parce qu'il faut le nommer, il faut le qualifier. Mais normalement, plus le vin reflète la lumière, plus il est brillant, plus il y aurait un pH bas et des acidités fortes. Mais ça, moi, ça me sert à rien de parler de l'acidité quand je regarde le verre, comme les fameuses larmes qui font rire beaucoup de personnes, puis les humoristes aiment bien niaiser avec ça également. Mais les larmes, c'est en fait les traces ou les coulées qu'ils vont faire. Ça, c'est parce que l'eau puis l'alcool coulent un peu à différentes vitesses, mais ça peut représenter soit le sucre résiduel, soit l'alcool en tant que tel, parce qu'un vin normalement qui a un plus gros taux d'alcool, ça va former des larmes qui sont plus larges et couler plus lentement. Mais tout ça, encore une fois, ça dépend de la température, ça dépend de la verrerie, ça dépend de plein de choses. Okay. Il y a des vins à 12% qui peuvent faire des grosses larmes, il y a des vins à 15% qui peuvent faire des plus petites larmes. Pour moi, c'est pas une science exacte. Mais on en parle quand même, surtout au niveau de la densité du vin. Ça peut donner une réel indice.
Et puis ensuite, on regarde s'il y a du dépôt. Non. Le dépôt, en général, ça peut nous donner des pistes sur un vin qui a de l'âge, mais des techniques de vinification ou l'absence de techniques de vinification, si c'est pas filtré, si c'est pas collé, s'il y a des dépôts tartriques, etc. On regarde la présence de gaz également. Dans les rouges, c'est plus rare, mais ça pourrait être un rouge tout jeune qui vient d'être embouteillé ou un rouge qui a été fermé avec une capsule à vis ou des Lambrusco de ce monde. Fait qu'on regarde le gaz également, s'il y en a ou pas, il faut le nommer. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que c'est tout pour le visuel. Mais pour moi, quand je regarde ce vin-là, tout ce qui compte réellement, c'est qu'il est rouge et qu'il est pâle. OK. Tout le reste, oui, ça peut faire des petits tweaks, etc. Mais pour moi, et aussi que c'est à peu près la même couleur du cœur jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est les points les plus importants. Ensuite, au nez. Avant quoi que ce soit, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des défauts. En général, en concours, c'est rare, moi ça m'est jamais arrivé, mais qu'ils nous mettent un vin bouchonné. Ça pourrait arriver, comme un exercice, je sais pas, ils nous mettraient 4 vins différents avec 4 soucis différents. Mais on s'assure qu'il n'y ait pas de défaut. Qu'en général, c'est des vins qui sont propres, mais il peut y avoir des petites nuances. Et puis ça, après, on les rentre dans les défauts, même si des fois, ça peut augmenter la complexité, mais la réduction, l'oxydation, l'acidité volatile, etc., etc., ça peut tout de suite nous donner des petites pistes. Moi, j'aime beaucoup la réduction, fait que pour moi, c'est pas un problème dans certains vins, mais ça peut vite le devenir. Ça se manifeste comment au goût, la réduction? Donc, la réduction, c'est souvent les vigneronnes qui vont avoir beaucoup protégé les vins de l'oxygène et ou qui vont faire des élevages sur lit assez prolongés parce que les lits tendent d'un peu gober l'oxygène puis capturer des composés soufrés. Mais ça peut aller, disons, un vin blanc de Bourgogne qui a un peu de réduction, ça peut amener des notes un petit peu grillées, torréfiées. Des fois, ça peut sentir un peu le sésame. J'aime beaucoup là, certains vignerons. Bon, là, c'est des noms fancy, mais j'attends qu'il y en ait d'autres qui arrivent à la faire comme eux. Mais tu sais, les Arnaud Hant, les Pierre-Yves Colin-Moré, les fameux Coches du Riz, mais ils arrivent à trouver une petite réduction vraiment parfaite. Puis des fois, ça, c'est un petit peu juste grillé, toasté. Puis à l'extrême, ça sent les œufs pourris. OK. Et puis, il y a un jeu entre les deux. Comme des fois, des petites oxydations, ça peut être intéressant. On sent que la personne, elle a donné beaucoup, beaucoup d'oxygène au vin ou que ça a été des longs élevages sous bois. Mais des fois, si tu as un jeune vin qui sent, je sais pas, la vieille pomme, puis il est tout jeune, tout frais, puis il est brun, là, tu dis, OK, c'est étrange. Une fois qu'on a parlé des défauts, c'est juste de le noter comme l'acidité volatile. Chacun a comment je peux dire? Chacun a son barème qui lui convient. L'acidité volatile, ça peut aller de, je sais pas, un petit peu de peinture jusqu'au vernis à ongles, jusqu'à la colle, jusqu'au vinaigre. Donc, ça, c'est des arômes que tu dis, c'est pas génial, mais quand il y en a un petit peu, ça donne un oomph. On dirait que ça exauce un peu les odeurs. L'acidité volatile, je sais pas, dans des Barolo, dans des Sauternes, dans des vieux Bordeaux ou dans des vieux Rioja, moi, je m'y attends, puis ça fait partie de l'identité. Mais quand j'ai des hauts taux de volatile dans des vins tout jeunes, genre un vin du Beaujolais, c'est peut-être ce que là où la personne cherchait, mais moi, ça me rejoint moins. Mais après, c'est personnel. Puis le défaut d'une personne, ça peut être la qualité d'une autre aussi. Tu sais, s'il y a 9 personnes qui trouvent que la réduction sur ce vin-là, elle est positive, est-ce que c'est réellement un défaut? Si les gens l'aiment, je pense pas. Donc, c'est ça. Ensuite, on décortique le nez. Donc, l'intensité aromatique, il y a des cépages qui sentent plus que d'autres. Fait que ça peut nous donner des pistes. Surtout dans les blancs, c'est plus facile à imaginer, mais les Gewürztraminer, les Muscat, les Torrontés, les Riesling, les aromatiques sont plus intenses. C'est comme s'ils chantent plus fort. Alors que d'autres cépages comme, je sais pas, le Chardot ou le Melon de Bourgogne ou les Pinot Grigio, en général, c'est des nez un petit peu plus discrets. Fait qu'on va parler de l'intensité, on va également parler de la complexité. Donc, à combien d'arômes, à combien de familles d'arômes le vin il touche. Également l'âge.
Si je sens que du fruit dans ce vin-là, par exemple, ça risque d'être plus jeune. Si je tombe dans les sous-bois, champignons, feuilles mortes, ça donne quelque chose d'un petit peu plus vieux. Ensuite, on peut penser aux fleurs. Il y a des cépages qui sont plus floraux que d'autres. Il y a des cépages qui sont plus épicés. Le poivre, quand tu mets ton nez dans un vin puis il sent vraiment fort le poivre, déjà, tu peux penser à la Syrah, à la Mondeuse, à la Mencia, puis après à d'autres cépages un peu des montagnes. La minéralité, sujet controversé. Moi, c'est toujours des impressions ou des feelings ou des sensations parce qu'on n'a pas encore réussi à faire le lien exact entre le vin pousse sur un sol calcaire, ben, il y a des traces de calcaire dans le vin. En revanche, c'est du cause à effet, dans le sens que certains vins vont changer les textures, certains sols vont changer les textures. Et également, je trouve que c'est beaucoup la rétention d'eau qui est important dans les sols. C'est des sols chauds, des sols froids, s'ils arrivent à bien drainer ou pas. Mais en général, il y a vraiment des impressions, surtout la salinité, par exemple. Je trouve les vins issus de terroirs volcaniques aussi, tu as une sensation, puis une salinité, et puis même de la réduction aussi. Quand je commençais, je me disais, ça doit être les sols volcaniques qui donnent ces notes un peu fumées, c'est la lave, whatever. Mais non, c'est des sols super pauvres, les sols volcaniques. Très peu de matière organique, donc très peu d'azote. Et puis, les raisins, les levures, pour bien fermenter, elles ont besoin de beaucoup d'azote. D'ailleurs, un des produits qu'on va ajouter, si les fermentations bloquent, c'est de l'azote, parce qu'elles ont besoin d'en avoir. C'est comme un de leurs carburants. OK. Et puis, si elles manquent d'azote, ben là, elles sont fatiguées, elles manquent d'énergie, ça fait des fermentations plus longues, puis ça peut créer de la réduction, ça. Donc, en fait, le fumé que j'avais, c'était pas le fumé volcanique, c'est de la réduction. D'accord? Mais tranquillement, c'est ça, on apprend. Et puis ensuite, j'aime bien confirmer le bois ou pas. OK. On peut faire tous les cépages en 100% en fût neuf, puis on peut faire tous les cépages du monde en amphore. Mais en général, dans les concours, dans les différentes certifications que je fais ou que j'ai fait, on veut nous donner des exemples classiques. Donc, en général, ou historiquement, la plupart des vins de la Rioja et Ribera del Duero travaillaient un peu plus les fûts américains. Vraiment parce que les Espagnols étaient très présents en Amérique. Fait qu'il y avait de l'échange de commerce. Également, l'Espagne elle a été en guerre avec la France, fait qu'on essaie de boycotter. Puis dans une un peu plus actuelle, les fûts américains coûtent moins cher, simplement. Tu vois, je savais absolument pas ça, que les Espagnols avaient des fûts américains, que ça a été... Ouais, ça a été beaucoup mis de l'avant. Moi, j'aime bien les fûts américains. C'est des... Puis je suis pas un spécialiste des fûts, mais les forêts en France, c'est des terroirs qui sont souvent plus pauvres. C'est des forêts qui sont très denses. Les arbres, ça leur prend plus de temps à pousser. Fait que ça fait des grains qui sont très serrés. Quand on a la chance de voir une coupe d'un chêne français, on voit le bois est très, très, très dense, très compact, alors que des coupes américaines, en fait, les fûts américains, le grain va être un petit peu plus poreux, plus gros, puis donc les fûts américains vont oxygéner davantage le vin. Après, il y a j'avais lu un article comme quoi, les provenances, oui, c'est important, mais c'est beaucoup comment on va les travailler après, les temps de séchage, les chauffes, etc. Mais oui, le fût, c'est passionnant. Quand on commence à s'y intéresser, même des vignerons qui vont mixer les douelles avec une douelle américaine, une douelle hongroise, une douelle française pour aller chercher une super complexité de bois dans un vin. Et donc, historiquement, on sait qu'en Bourgogne, il y a peu de chances qu'un vigneron ou une vigneronne utilise des fûts américains. Il y en a. Moi, je connais des vignerons qui en utilisent parce que ça ajoute des fois des petites choses, mais en général, en France, on va travailler plus des fûts français. Fait que si tu mets ton nez dedans puis tu reconnais le fût américain, puis là, ça sent un peu la noix de coco, puis la nette, puis la vanille un peu plus prononcée. Mais là, tu peux tout de suite réfléchir, OK, qui est-ce qui utilise des fûts américains de façon classique? Les Américains, bien sûr, même si beaucoup, ils travaillent le bois français. L'Espagne et puis l'Australie. Fait qu'il y a beaucoup de grosses cuvées australiennes historiquement. Par exemple, chez Penfolds, où ils vont travailler des fûts américains. Donc, des fois, si j'hésite, OK, ça sent vraiment le Cabernet Sauvignon.
mais ça sent le bois américain. Fait que là, tout de suite, ça ouvre des petites pistes. Ou comme sinon, je sais pas, à Barolo, ils sont tous vieillis sous bois, mais c'est plus rare comme qu'ils vont travailler les fûts neufs. Mais on peut sentir le vieux bois également. Pour moi, ça va mettre des notes un peu épicées comme le cannelle ou girofle, alors qu'un fût neuf ou une petite barrique, ça va plus être vanille, noix de coco, caramel, etc. Fait que bref, on dit est-ce qu'il y a du bois ou pas? Quel type de contenant ou pas? Et là, est-ce que, genre, est-ce que tu ici, pouvais savoir s'il y avait du bois ou pas? Mais ici, si je mets mon nez dedans, premièrement, en termes d'intensité aromatique, pour moi, c'est pas discret, mais c'est pas ultra intense. Fait que moi, c'est modéré ou entre les deux. En termes de fruits, moi, c'est vraiment le fruit rouge. Puis le fruit rouge assez frais. Fait que j'ai beaucoup un peu les fraises, j'ai les canneberges, j'ai les prunes rouges. En termes de fleurs, j'ai un petit peu de fleurs séchées, un peu rose séché. J'ai pas particulièrement d'épices, mais il y a quelque chose d'un petit peu épicé, que ça fait un petit peu bois de santal ou comme un peu de l'encens. Fait que ça pourrait être le vieux bois, peut-être, qui amène ça, ou une typicité de cépage. Et puis en termes de boisé, moi, il y a des petites notes, un petit peu de bois de santal, j'ai un petit peu de cannelle. Fait que pour moi, ce vin-là n'a pas été élevé, en tout cas juste au nez, parce qu'il faut le confirmer après au palais. Mais pour moi, au nez, il n'y a pas de fût neuf, parce que j'ai pas de caramel, vanille, érable, chocolat, mocha, noix de coco, peu importe. Mais j'ai quand même une petite note de bois avec mon bois de santal, puis le petit volet épicé. Fait que ça pourrait, mais tout ça, c'est juste le nez, on va le reconfirmer en bouche. Puis en termes de minéralité, j'ai une impression de pierre chaude, admettons, mais ça va pas au-delà de ça. Fait que pour moi, c'est pas un vin qui est... pour moi, c'est le nez d'un vin qui est assez jeune. Un vin qui est assez jeune, qui a pas une grande complexité pour tout de suite au nez, et puis qui a pas de bois neuf. Fait que ça nous dit pas beaucoup de choses encore pour l'instant. Mais tout de suite, avec la couleur, puis avec les arômes, ça me fait penser à l'univers des pinots noirs, ça me fait penser à certains Nebbiolo, ça peut me faire penser également... c'est très pâle pour du gamay quand même, mais ce côté fruit rouge, ça peut faire penser à des gamay. Il y a des Sangiovese aussi qui peuvent avoir cette couleur-là. Il y a des vins d'Etna. Il y a des vins aussi des vins un peu alpins soit de France ou du Piémont ou même de la Lombardie ou du Val d'Aoste qui peuvent avoir ces couleurs-là. Il y a les grenaches qui peuvent avoir ces couleurs-là également. Fait que pas que c'est un de ces cépages-là, mais c'est à ça que je pense. Je pense pas à la Syrah, je pense pas au Cab, je pense pas même à des Cabernets francs. En général, c'est plus foncé que ça. Je pense pas aux assemblages de Corvina. Ça, on veut plus le voir en bouche. Je pense pas au Carméner, je pense pas à un assemblage classique bordelais, je pense pas au Malbec. Fait qu'il y a quand même beaucoup de cépages que je veux pas les éliminer à 100%, mais... Il y a un tri qui se fait. Il y a un petit tri. Ouais. Mais après, il faut confirmer. Fait que là, on goûte. En bouche, le premier truc, moi, je regarde le sucre. C'est ce qui me parle le plus rapidement en général. Puis là, j'ai 0 sucre. Fait que c'est sec. Dans l'univers des blancs, quand on a du sucre, puis même en rouge, de façon classique, il n'y a pas une tonne de variétés que les vigneronnes vont travailler pour garder du sucre résiduel. En général, si j'ai du sucre dans un vin blanc, je vais penser au Riesling, au Gewürztraminer, au Pinot Gris, quel autre cépage? Le Chenin. Quel autre cépage blanc? Mais les Sauvignons Sémillons de Sauternes. Les Furmint de Tokai.
Puis après, les différents vins de glace. Mais en général, il n'y a pas... Je connais peu de personnes, disons... Il y a des vins sucrés botrytisés en Bourgogne, mais on les voit à peu près jamais. Fait qu'avant de commencer à penser, oui, mais dans le Mâconnais, ils font des vins de botrytis avec 10-12 grammes. Avant d'essayer de penser à la petite pépite que j'ai jamais vue, on y va avec les classiques. Pour les rouges qui ont du sucre de façon traditionnelle, il y a les vins les Amarone, et les Zinfandel, certains vins du Nouveau Monde où ils vont avoir un 4, 5, 6 grammes qui a un petit peu de résiduel, mais sinon, il y en a très peu. Fait que quand je goûte un vin rouge qui a du sucre, je suis super content parce que le monde, il devient tout petit. Mais là, c'est sec, fait que ça nous aide pas beaucoup. Ensuite, on va parler de l'acidité. Ici, alors, c'est un vin qui a une acidité plutôt modérée également. Là, il faut que je fasse attention parce que les tanins, ils ont quand même... les tanins, ils assèchent, fait que des fois, quand des vins un peu plus tanniques, on perçoit un petit peu moins les acidités. Mais ici, j'ai l'acidité plutôt modérée. Les tanins aussi sont modérés, mais assez serrés. Fait que c'est pas des gros tanins qui nous tapissent toute la bouche en mode Cabernet Sauvignon ou Shiraz, mais plus des petits tanins serrés, soit de Pinot, de Sangiovese, de Nebbiolo. Fait que c'est un petit peu plus à ceux-là que je pense, mais c'est pas assez tannique, disons, pour le Nebbiolo, pour l'instant, dans ma tête. Là, je vais juste dire un petit peu ce qui passe par mes pensées. Au niveau de l'alcool aussi, c'est super important d'évaluer. Même si maintenant les régions classiques qui étaient considérées fraîches ne le sont plus tellement. Tu sais, avant, il y avait ces caricatures, on va dire, la Bourgogne ou la Champagne, climat froid, puis la Californie, climat chaud. Mais il y a des régions beaucoup plus fraîches en Californie que la Champagne puis la Bourgogne. Et puis, c'est plus rare de voir des Pinot Noir ou des Chardonnay bourguignons à 14% d'alcool. Fait que juste par rapport à l'alcool, on peut pas dire ça vient de telle région comme c'était le cas il y a, je sais pas, 10, 15, 20 ans, mais ça peut donner des pistes quand même. Puis ici, l'alcool, pour moi, l'alcool, c'est ce qui domine un petit peu la bouche. Le sang, autour de 14. C'est ça que je me demandais. En 5, fait, 14, plus proche du 14. J'ai pas regardé le taux d'alcool, mais quand je le buvais, j'étais comme, il me semble ça... Ça fait généreux quand même. Et puis, c'est bien, c'est toujours une question d'équilibre. Puis là, je trouve pas que ça... Oh my God, ça prend toute la place. Mais pour moi, s'il y avait un aspect, c'est lui qui domine un petit peu. Donc ensuite, on va reconfirmer tous les fruits. Je vais pas le refaire, mais on reconfirme tous les fruits parce que des fois, le nez peut être différent de la bouche. On va reconfirmer si on a la même minéralité, si on a du bois ou pas. Moi aussi, j'ai toujours pas de fût neuf. Pardonnez-moi. Donc, possiblement des vieux fûts et ou cuve ou béton. Mais je pense plus à des vieux fûts, puis sans doute des grands fûts. Ensuite, on va parler de la longueur. Ça va surtout être pour évaluer la qualité du vin. On va parler de la complexité. Pour moi, c'est un vin que je trouve très bon, mais il n'est pas complexe. Dans le sens que on a une tonne de fruits rouges, quelques fleurs, quelques épices, mais on va pas écrire 3 paragraphes aujourd'hui, parce que je pense que c'est un vin qui pourrait vieillir quelques années, puis là, on changerait un petit peu de registre. Ensuite, on va parler de tout ce qui est de la conclusion au niveau du service. Donc, ce verre-ci, moi, je le servirais, on le carafé, c'est parfait. Je le caraferais une petite trentaine de minutes avant de le servir. Je le servirais dans des verres encore plus grands. Ils sont très bons, d'ailleurs, je les adore. Mais pour permettre aux petits tanins qui sont quand même assez serrés de s'arrondir, je servirais dans des grands verres. Ni trop chaud, ni trop froid. Parce que si on le sert un peu trop chaud, l'alcool va plus dominer. Puis si on le sert trop froid, les petits tanins serrés, ils vont être encore plus percutants. Fait que moi, je trouve à 16, 15, 16, 17, pour moi, ça serait parfait. Potentiel de garde, je pense que c'est prêt à boire tout de suite. Je ne l'ouvrirai pas dans 20 ans, mais dans 5 ans, je pense qu'il serait il pourrait être dans une super forme. Après ça, c'est toujours dur de les évaluer parce qu'on ne sait pas c'est à quel âge. On ne sait pas
quel vigneronne l'a fait. On sait pas, on est où. Fait que c'est dur de se projeter sans l'expérience, de connaître le vin d'avance. Mais pour moi, avec la fraîcheur, l'alcool, puis les petits tanins, c'est un vin qui peut se bonifier encore quelques années sans problème. Puis après, il y a tout le volet accords, mets et vins. Mhm. Ça, c'est des inspirations personnelles. Mais on essaie que ça soit cohérent. Donc, un vin rouge ici qui est... il est maximum moyennement corsé. Dans le sens qu'il y a les tanins un petit peu serrés, puis il y a une générosité d'alcool. Mais c'est un vin qui est plutôt léger pour moi. Fait que ce serait pas nécessairement le vin que je servirais avec une grosse côte de bœuf, nécessairement. Si on mangeait de la viande, ça serait des viandes un peu plus délicates pour moi. Soit le porc, soit du veau, par exemple. Comme accompagnement, je voudrais rien qui est trop punché ou intense ou épicé. Je pense ici, il y a plein de beaux accompagnements, mais une sauce avec des petits fruits ou une sauce à base de vin rouge, ça pourrait être très joli. Et puis, il n'y avait pas un gros côté terreux nécessairement, fait que j'irais pas avec des champignons et compagnie, mais avec des légumes fruités, genre soit des betteraves, soit des carottes. Ça, je pense que ça pourrait faire ressortir le fruit davantage. Ça pourrait être très bon. Dans les plats végétariens avec des rouges de ce style-là, je pense que les tartelettes de tomates, ça pourrait être très bon pour matcher un peu l'acidité. Pourrait y avoir aussi comme les tofu général Tao, ça pourrait être bon pour aller chercher le volet un petit peu acidulé, épicé, puis rajouter un petit peu de texture. La sauce un peu sucrée, ça pourrait un peu arrondir les tanins du vin. Mais ça, c'est très personnel. Non, je le vois, je me projette là. Et puis voilà, puis là vient la conclusion. Fait que là, en général, en concours, moi, là, je vais avoir vu la couleur, je vais l'avoir goûté, puis là, je vais tout partir pas ma cassette, parce que ma cassette est différente pour tous les vins, mais t'essaies de t'assurer de cocher toutes les cases, parce que il faut que les juges, ils comprennent ton acidité, elle est où, tes tanins, ils sont où, ils veulent comprendre le vin au mieux, fait que plus tu leur donnes d'infos, plus ils peuvent se diriger. Mais moi, je dirais que c'est un vin qui vient d'un climat... un climat continental. Je pense que c'est un vin qui est... je pense que c'est un climat frais, mais d'une année chaude. Parce que j'ai toute la fraîcheur des... j'ai les petits fruits rouges acidulés, j'ai une bonne acidité. J'ai des tanins aussi qui ont du mordant, qu'en général, les régions où ils font très chaud, ça va me donner des tanins qui sont un petit peu plus juteux ou enrobés, alors que là, on est plus vers des tanins amers que des tanins sucrés. Puis la petite générosité d'alcool. Donc, voilà, je pense à des cépages comme, je vais reparler du Pinot Noir, du Nebbiolo, du Sangiovese. Je mettrais aussi le Xinomavro, mais une version plus smooth. Puis je mettrais même l'Aiorghetico de Nemea, qui souvent va donner des vins avec un peu moins de structure, un côté un petit peu plus fruits rouges, un peu juteux. Et puis, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre encore? Bon, là, j'ai des trucs très niches, comme des rouges suisses ou des rouges du Val d'Aoste. Peut-être, mais je pense... j'irais pas m'avancer sur ces vins-là. Fait que j'essaie à ce moment-là de réfléchir, OK, où est-ce que vraiment on pourrait être? Pour moi, c'est un vin qui est jeune, 3 à 5 ans, plus proche du 3 que du 5. Souvent, avec les pinots noirs de Bourgogne, je vais avoir un côté un petit peu feuille morte. Je vais avoir un côté un petit peu... comme je trouve ça sent ça, c'est très personnel, mais je trouve des fois, ils sentent un peu la pluie ou les feuilles mortes. Et ou avec la grappe entière, le côté un petit peu thé noir. Puis je ne l'ai pas vraiment ici. Et puis, je trouve que c'est des tanins... Bon, il y a des villages en Bourgogne qui peuvent donner ces vins-là, mais je trouve ça une petite affaire trop costaud pour l'idée que j'ai d'un Bourgogne classique.
Pour le Sangiovese, il me manquait beaucoup de choses. Il me manquait un peu les feuilles de tomate, toutes les épices un peu provençales que j'ai souvent. Puis en général, ben, ça serait un Sangiovese qui est très, 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 très pâle. Depuis le début, j'ai envie d'aller Nebbiolo. Mais j'ai pas mes petits reflets un peu briques orangés, qu'en général, même des jeunes Nebbiolo, des jeunes Langhe vont avoir. Lui, je ne l'ai pas. Puis les tanins sont costauds, mais je trouve mon acidité... Le Nebbiolo, les tanins sont élevés, l'alcool est élevé, puis l'acidité est super élevée aussi. Là, j'ai l'alcool, mais on dirait que l'acidité est un petit peu basse. Ben, pas basse, mais par rapport au Nebbiolo classique. Puis les tanins aussi, mais c'est le choix le plus éclairé que j'arriverais à faire. Donc, j'irai pas sur un Barolo, parce que Barolo, il a fait plusieurs années minimum en vieux fût. Puis les Barolo, ils ont tout le temps la petite couleur orangée. Et Barbaresco. Donc, j'irai sur la gamme juste en dessous, qui sont les Langhe, qui sont les Nebbiolo, mais un peu plus de fruits, des élevages plus courts, en général moins l'extraction, un petit peu moins massif. Et puis, ben, une année plus chaude dans mon 3 à 5 ans, peut-être 23. Ça serait bien un Langhe 2023 à base de Nebbiolo. Là, il faut dire que c'est un vin qui vient d'Italie, du Piémont, de la région du Langhe à base de Nebbiolo, millésime 2023. Ce serait ma conclusion la plus intelligente. Est-ce que c'est ça ou pas? Non. Je le sais pas. Ce n'est pas ça. En fait, j'ai pris un conseil, mais j'ai demandé à des gens, mais j'ai pris... Alors, c'est Grenache Noir. Ah, cool. Afrique du Sud. Ah, ben super. J'ai étudié l'Afrique du Sud ce matin par de Berg. Donc, ben, très bon vin. Beaucoup de fraîcheur. Ce qui est quand même, je veux pas dire surprenant, mais disons les grenaches, souvent celles qu'on veut travailler dans les concours de certification, on va avoir grenache d'Australie, souvent de Barossa. Des fois, les grenaches du Rhône Sud également. Des fois aussi, les grenaches d'Espagne. Mais là, on a un exemple qui propose beaucoup de fraîcheur. Et puis, souvent, la grenache, même si... tu l'as nommé quand avec la couleur, là, l'alcool, je le comprends très bien. Puis je suis comme, c'est quoi? C'est 13%. Fait que c'est ça, c'est pas... Ben, c'est toujours question d'équilibre. Mais c'est très cool. Après... je l'aurais jamais trouvé. J'aurais pu arriver, puis élever dans des vieux fûts de chêne français. Mais c'est délicieux. J'aurais pu sans doute, parce que c'est très, très fruits rouges, fait que peut-être les grenaches, comme un pur grenache, admettons, du Rhône Sud, ça arrive pas souvent, parce que c'est souvent de la syrah et du mourvèdre, ce qui apporte le côté un peu épicé, sauvage. Des grenaches d'altitude en Espagne, comme Sierra de Gredos ou dans la Rioja, j'aurais vraiment pu plus y penser. Mais ça doit être mon deuxième grenache d'Afrique du Sud. Mais c'est très chouette, très, très cool. C'est un très joli vin. Et puis, la région de Perle, souvent, ça va être des vins qui sont des régions très chaudes, mais ça, il y a beaucoup de fraîcheur. C'est une belle réussite. Je voulais... En fait, j'avais parlé un peu avec Marie-Hélène, puis elle était comme « Ah, va dans le Chili ou quelque chose », parce que je voulais pas... Je me suis dit, si j'y vais dans le Vieux-Monde, je voulais pas... Puis le pire, c'est que la semaine passée, on a ouvert un pinot noir de Athénès de Beru, 2015. Puis tu sais, tu parlais des feuilles mortes, un peu le côté pluie d'automne, tu sais, puis on avait vraiment ça, puis il y avait un vieillissement qui était là. C'est cool, j'ai beaucoup d'expérience avec ces vins, mais très peu avec ces vieux vins. Fait que ça, je serais très curieux d'y goûter. Hein. Je l'avais ouverte la semaine passée. Ah, mais c'est cool. Je t'entendais parler de ça, j'étais comme, ça aurait été cool avoir ça. Mais super exemple, et puis un bel exemple. Moi, j'ai jamais peur de me tromper. J'aurais dû plus penser encore au grenache parce que c'est des tanins qui sont moins costauds que le Nebbiolo. Mais puis aussi, j'avais pas mon fameux, parce que le Nebbiolo, sa couleur, les pigments, les anthocyanes, ils se dégradent très rapidement. C'est pour ça qu'on a vite ce reflet un petit peu orangé. Grenache aussi, mais ça lui prend plus de temps.
Donc, j'aurais vraiment dû ou j'aurais vraiment pu plus penser au grenache. Mais très chouette. Je sais pas ça coûte combien, mais pour moi, c'est quand même un beau niveau de... C'est quand même, en tout cas, pour moi, c'est abordable. Là. C'est comme à peu près 35 $. Ouais, ben écoute, je trouve que c'est un super Puis, vin. c'est ça, on m'a dit de le carafer, tu sais, 30-45 minutes, justement, ce que Ouais. tu as nommé aussi. Puis voilà, j'essayais, c'est pas un vin que je connais, j'essayais quelque chose. Mais c'est cool, moi je trouve ça très chouette. Bon, je suis contente Très que ça... chouette, et puis je trouve que... ouais, je pense pour le prix, ça nous en donne beaucoup. Je pense que les amateurs, amatrices de, justement, de vin, soit du... ben pas Barolo Barbaresco, mais des Nebbiolo plus fins. Je pense que les amateurs de Pinot Noir, ils pourraient beaucoup s'y retrouver également. Non, très chouette. Je connaissais pas la maison. Mais on voit les beaux gobelets ici, de la région de Pearl. Et ça, on sait sur des densités très basses. Wow! Mais c'est très chouette, très beau vin. Merci beaucoup, je connaissais pas du tout. L'Afrique du Sud fait des vins exceptionnels. Ouais. On les connaît pas assez. Ouais. Mais c'est vraiment super. À chaque fois que j'en déguste, je suis agréablement surpris. Puis il y a différentes gammes de prix. Ils ont des vins très haut de gamme qui valent chacun de leur dollar. Je vois le temps passer et puis j'ai 2 questions à la fin pour mes invités. Ouais. Donc, la première, c'est une rencontre marquante pour ton parcours, justement. Il y en a vraiment plein. C'est sûr qu'en début de carrière, Véronique Rivet puis Élise Lambert, ça a été clé pour moi. Sinon, des rencontres marquantes, des gens qui m'ont vraiment ouvert un peu les... il y a Sylvain Pataille en Bourgogne, qui... j'ai travaillé quelques mois chez lui, puis ça a été vraiment... en fait, écoute, tellement de vignerons. Il y a les frères Huré aussi, François, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais je dirais Sylvain Pataille, très technique, puis il nous laissait beaucoup de liberté quand même. Fait que lui, puis l'équipe, j'ai appris beaucoup. Mais des rencontres marquantes, comme des vignerons. Écoute, il y a Jean-Louis Chave, que ça a été une de mes plus belles rencontres ou visites. Il y a Antoine Foucault, aussi le domaine du collier. C'était un moment magique. Je sais pas si c'était... Ouais, c'était marquant pour moi parce que c'est un domaine que je suivais depuis longtemps, que c'était une journée super, que je me rappelle partir de chez lui pour prendre le train, super emballé, excité, oh my God. Sinon, le truc, c'est que c'est impossible pour moi d'en nommer une. Non, c'est ça peut Mais être... je dirais, écoute, côtoyer aussi certains meilleurs sommeliers du monde ou certains masters sommeliers ou certaines masters of wine, pour moi, c'est toujours exceptionnel parce que au-delà du titre, c'est de voir le niveau académique et la discipline, puis le niveau de la dégustation, que c'est tout le travail qui a été fait. Je trouve ça tellement inspirant. Mais je dirais, je resterai avec mes 2 premières. Élise et Véro, je leur dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, elles continuent de m'inspirer encore maintenant, mais chaque vigneronne, je trouve qu'on rencontre, qui nous ouvre leurs portes. C'est génial. Il y a des visites plus cool que d'autres, ça c'est sûr. Il y a des visites que j'aurais aimé faire, comme ça, des rencontres que j'aurais vraiment aimé. Il y a Gérard Basset, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques années. Ça aurait été une rencontre que j'aurais vraiment voulu faire. Il y aurait également, c'est sûr, Aubert de Vilaine, propriétaire de la Romanée Conti. Ça, c'est une rencontre que j'aimerais faire parce que tellement de culture, tellement d'histoire. Goûter les vins avec lui, c'est sûr que ça serait le fun, mais juste un tour de voiture en Bourgogne, puis qui parle de tout, ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des gens que j'ai déjà rencontrés, mais que j'aimerais vraiment visiter. Il y a la maison Trimbach en Alsace. Que ça, c'est une rencontre que je veux absolument faire un jour. Comme le domaine Egon Müller en Allemagne, je veux absolument y aller, voir le Schwarzhofberger. J'aimerais beaucoup, beaucoup.
Ouais, ça serait Il y des... a une belle bucket list là, qui se crée ou qui est déjà créée. mais oui, non, mais c'est sûr que c'est des domaines tellement mythiques. Puis moi, je suis un fou de Riesling. C'est l'autre mon cépage préféré. Fait que goûter le Schwarzhoff Burger, puis déguster différents millésimes de Clos Sainte-Une, ça serait très chouette à faire chez les Trimbach. Mais il y a plein de rencontres, puis il y a plein de personnes que je connais pas, qui seraient sans doute aussi marquantes quand je vais les découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a des rencontres assez spéciales. Je veux dire, j'ai eu la chance d'aller chez Vega Sicilia. Tu ressors de là, tu te dis « Oh my God, genre, qu'est-ce qu'on vient de vivre? » Mais c'est dur, mais le vin, c'est surtout ça, je dirais. C'est les rencontres. Et puis, les gens dans l'industrie, je trouve qu'on a une belle industrie, même si en ce moment, c'est comme un des pires moments dans l'histoire du vin. Mais c'est quand même très cool d'être dans ce monde-là. Puis on rencontre toujours plein de personnes passionnées. Mais ouais, écoute, je veux dire, il y a beaucoup de gens, en fait, que j'ai rencontrés, puis que je côtoie maintenant, qu'avant, je les regardais sur YouTube ou je les voyais à la RVF. Tu sais, j'ai eu la chance de servir Olivier Poussier quand j'étais à Paris. Puis là, on s'était vu au concours Romer Sommelier des Amériques. Première fois que je sers Olivier Poussier, c'est spécial, quoi, parce que c'est un gars que je le lis à chaque mois depuis des années. Je pensais que c'est une personne qui est sans doute qui a le plus beau vocabulaire du monde du vin francophone. En tout cas, je peux pas parler pour toutes les langues. Je lis juste en français puis en anglais, en général, pour l'étude. Mais je pense qu'il y a peu de personnes qui décortiquent les vins comme lui, avec autant de précision, justesse. Ben ouais, il y a plein de... C'est trop dur, désolé pour la question. Il y a trop de mais monde. c'est super. Mais puis là, j'ai une autre question, peut-être difficile, mais un vin que tu as dégusté récemment ou pas récemment, un vin qui t'a marqué? Ah, ben écoute, j'ai eu la chance... un vin qui m'a marqué récemment. Ben ça remonte à déjà quelques mois, mais j'ai eu la chance, j'étais à Tokai, et puis... tous les vins de Tokai me fascinent. Tokai, c'est Tokai, on est en Hongrie. C'est ça, c'est une région dans Hongrie. Une région historique, on est vraiment au nord-est. C'est une des dernières régions fraîches, classiques d'Europe, on peut dire, parce que maintenant, il y a des vignes en Scandinavie, puis il y a des vignes dans des endroits qui, historiquement, il n'y en avait pas. Ouais. Mais Tokai, c'est frais, c'est froid. C'est des super terroirs volcaniques. Ils ont une belle variété de styles. Et puis, il y a différentes maisons qui, à chaque fois que je les goûte, ça me fait vraiment vibrer. Mais là-bas, on a eu la chance de déguster l'Essentia, qui est juste du vin de goutte de raisin botrytisé. C'est comme à 400-500 grammes de sucre résiduel, mais avec des acidités complètement folles. Wow. Ça, c'est trippant à goûter, mais je trouve que les 5-6 Putonios, mettons les 5 Putonios de chez Oremus, ça, à chaque fois que je les goûte, je trouve ça magique. Je t'en ai demandé un. Tom, tu m'en as donné non, je vais deux. rester sur Tokai. Je vais rester sur, on va dire, le 5 Putonios d'Oremus, mais c'est dur parce qu'il y a tellement de vins, puis des fois, il te marque pour différentes façons. Comme lui, il va me marquer quelques jours parce que je l'ai raté. Fait que je vais y penser. Fait que, tu sais, il y a plein de vins qui nous marquent. Mais, ouais, je dirais Tokai. Les vins, en plus, sucrés, sont tellement pas à la mode. Ouais, non, mais c'est genre, j'entendais à la SAC quelqu'un. Ah, mais là, y a-tu du sucre là-dedans? Combien de grammes de sucre? Puis je suis comme. Mais on passe tellement à côté des grands vins du monde. Quand on peut aller sur Internet, là, regarder des vieilles cartes des vins. Les vins sucrés, c'était les plus recherchés au monde parce que le sucre, pendant longtemps, c'était dur. On pouvait pas, je veux dire, avant la canne à sucre, avant la raffinerie de certaines plantes ou certaines, comme les betteraves ou... le sucre, c'est rare. Très, 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 très rare. Puis c'est des vins qui sont en général assez... je parle des vins qui sont pas artificiellement sucrés ou c'est pas juste de l'alcool qu'on ajoute avant les fermentations. En général, les grands liquoreux de ce monde, c'est des vins qui sont complexes, qui vont super bien vieillir. Et puis en ce moment,
On les paye tellement pas cher pour ce qu'ils sont. Non, c'est des vins qui sont fantastiques. Ouais. Et puis, ouais, je pense qu'on va se rendre compte, le marché va se réveiller dans quelques années, puis on va se rendre compte que les vins fortifiés, puis les vins sucrés, là, on va avoir la chance, vu que les vigneronnes les vendent très mal, il y aura des stocks qui vont être disponibles. Et puis les prix, ils vont finir par stagner. Puis on va se rendre compte que, oh mon Dieu, on peut avoir accès à tel vin qui a 25 ans pour tel prix. C'est complètement fou. Alors que il y a des régions qui sont devenues tellement populaires maintenant qu'on paye super cher. Puis il n'y a pas grand-chose des fois dans le verre. Mais ouais, les vins sucrés, moi j'attends leur grand retour. Ça arrivera peut-être pas. Mais tu peux te l'organiser pour toi, ce grand retour. Mais moi, j'ai pas envie que tout le monde se mette à triper sur les Riesling de Moselle parce que les prix vont trop gonfler. Fait que moi, je trouve ça correct si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça. Mais ouais, il y a trop de vins que j'aime. Je te remercie beaucoup. Tu as vraiment déconstruit le monde du concours du meilleur sommelier et tout. Pour moi, ça a été très rafraîchissant puis très instructif. C'est le fun. Merci de m'avoir reçu. Et puis ouais, au Canada, on a une super sommellerie. On est très bon. Et puis c'est très trippant. Moi, depuis que dans les dernières années, je me suis un petit peu plus rapproché des différents chapitres de notre association au Canada. Puis on a une communauté vraiment passionnée, passionnante. Et puis, je pense qu'on gagnerait tous aussi à aller rencontrer les sommeliers-sommelières du reste du pays parce que vu que les marchés sont tous un peu différents, mais ça amène différentes choses également. Puis ça, je trouve ça très, très cool. Puis dans les autres provinces, au Québec, je trouve qu'on a un petit peu moins accès à certains vins canadiens. Ouais. Fait qu'on voyage dans le reste du Canada, on fait pas juste voir les 2-3 gros noms, parce que des fois, on prend des régions un peu pour acquis. Je pense à l'Ontario puis au BC. Mais ils ont une tonne de vins fantastiques. Puis à chaque fois que je déguste avec des sommeliers-sommelières, ils me disent « Ah, mais là, tu goûté ci, tu goûté ça. » Non, on les a pas ici. Ouais. Fait que c'est toujours super, super enrichissant. Et puis voilà, on espère avoir un meilleur sommelier du monde canadien un jour. Ou une meilleure sommelière du monde, parce qu'il n'y en a toujours pas eu. Il y a Véro qui est arrivé 2e. Oh, wow. Élise, 4, si ma mémoire est bonne. On a Alain Bélanger puis François Chartier qui sont arrivés 3e, si ma mémoire est bonne. Mais pas encore de numéro 1. Fait qu'on l'espère très bientôt. On te voit où? Au Moishes. Je viens de commencer. C'est une super équipe. Un restaurant qui a beaucoup d'histoire. C'est un nouveau local, mais l'institution Moishes a été fondée en 1938. On est en plein cœur du centre-ville. C'est un beau, grand restaurant. La carte des vins est déjà super, mais je vais ajouter mon petit grain de sel dans les prochains mois. Et puis, ouvert le midi également. Super. Fait que c'est très chouette. Et puis, c'est ça pour l'instant, c'est le Moishes. Bon, merci beaucoup. Plaisir, merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Si tu souhaites nous soutenir et avoir accès aux épisodes de l'Appel du Nature 6 semaines d'avance, en plus d'avoir du contenu exclusif, je t'invite à t'abonner à notre plateforme Patreon dès maintenant. Appel du Nature sans espace. À bientôt!